Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous découvriez le parcours d'Émilie avant qu'elle n'arrive à la tête de l'entreprise Natilia. Dans ce nouvel épisode des Exceptionnels, Émilie nous raconte sa transformation professionnelle ou comment son changement de posture lui a permis d'endosser ses nouvelles responsabilités. On retrouve donc Émilie, qui nous dévoile ses débuts en tant que dirigeante d'entreprise. Donc, deuxième partie de cette aventure professionnelle, après avoir été commerciale, te voilà lancée dans la direction de Natilia Manosque, accompagnée aux côtés de ton oncle, j'imagine avec les conseils et l'accompagnement aussi de ton père. Mais jamais loin, oui, absolument. Voilà. Est-ce que tu te souviens du premier jour dans cette nouvelle fonction et peut-être de ce que tu t'es dit à ce moment-là? Voilà, ça y est, je suis à la tête, c'est parti. Oui, tout à fait. Je me souviens que on a repris, donc c'était en 2019, et on avait repris le 5 ou le 6 janvier. Et le dimanche, j'étais allée à l'agence pour vérifier mes mails, pour être prête pour la réunion du lundi matin, comme une rentrée des classes. Et c'était un petit peu le même sentiment de vertige que la première fois que j'étais arrivée, alors que finalement, les choses n'avaient pas vraiment changé. Le poste, sans le connaître sous tous ses aspects, je l'avais déjà quand même un petit peu appréhendé. Mais malgré tout, c'était officiel, donc c'était plus la même chose. Là, on jouait pour de vrai, entre guillemets, et finalement, ça changeait tout. Et cette transition, est-ce que ton père t'a accompagné pendant un certain nombre de semaines, de mois, pour que tu puisses justement t'approprier ce nouveau rôle? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé tout en douceur, et c'est vrai qu'il l'a fait sur les mois qui ont précédé son départ en retraite, où lui m'a formée sur quelques postes, quelques éléments ou quelques procédures, je dirais, à réaliser. Mais au final, il avait déjà une façon de manager et de gérer les choses qui était extrêmement ouverte, et dont on parlait assez librement. Donc, il n'y a pas eu de découverte fondamentale par rapport à ce qu'allait me demander la gestion de l'entreprise. Et donc, Natilia, concrètement, tu rejoins en quelle année? Natilia, je rejoins en 2014, en janvier 2014. Et à la direction, du coup? En janvier 2019. Janvier 2019. À ce moment-là, que représente l'activité de Natilia? Est-ce que en termes de, je sais pas, de nombre de constructions, de chiffre d'affaires Alors, au niveau du nombre de constructions sur les premières années, on est sur 6 constructions. La deuxième année, on est sur 10. La troisième année, on est sur 15. Et ça monte comme ça, crescendo, jusqu'à arriver à plus de 20 constructions l'année dernière. Donc, on est vraiment sur un rythme de croissance qui ne cesse d'augmenter, et qui fait que là, on a vraiment atteint un savoir-faire et une qualité au niveau de ce qu'on va proposer et de nos constructions, qui fait que maintenant, on vient de plus en plus nous voir par le bouche à oreille. C'est-à-dire que on a de moins en moins besoin de faire de publicité. On est connu et reconnu pour ce qu'on fait dans la région du 04. Et les gens viennent nous voir en demandant une maison Natilia parce qu'ils ont entendu ou vu des constructions qui avaient été réalisées par nous. Et la caractéristique de ces maisons Natilia?
C'est l'ossature bois, évidemment, donc c'est le côté rapide au niveau de la construction, puisqu'on est sur des délais de 4 à 5 mois au niveau du rendu du chantier, donc ce qui est divisé par 2 par rapport à une construction traditionnelle. C'est le coût de chauffage à l'année qui est vraiment dérisoire, hein. Sur une construction ossature bois, on va être sur une centaine d'euros par an pour chauffer sa maison, donc c'est vraiment extrêmement avantageux. Et puis après, il y a ce qui n'est pas vraiment quantifiable sur une maison ossature bois, mais tout est dans le ressenti, c'est le bien-être que vous avez dans une maison ossature bois qui n'est absolument pas comparable par rapport à une construction traditionnelle. On est sur une maison qui est extrêmement enveloppante, extrêmement chaleureuse, dans laquelle il fait bon vivre. Pour construire donc ces maisons ossature bois, j'imagine qu'il y a l'équipe Natilia et qu'il y a un certain nombre de partenaires, de prestataires. Cet environnement professionnel, tu le partages avec qui au sein de Natilia et avec quel type de prestataires, par exemple ? Alors au sein de Natilia, l'équipe reste petite et familiale, hein, puisqu'au sein même de l'agence, donc comme je te l'ai expliqué, on est avec mon oncle à la partie direction. Il y a ensuite ma sœur qui est chargée de projet, donc elle est sur tout ce qui est plan, faisabilité, permis de construire. Mon père est toujours un petit peu présent puisque maintenant il travaille sur la partie Natibox, qui est un produit qu'on a développé, qui est inspiré du container et qui sont des petites constructions qu'on va venir poser de façon indépendante dans un jardin ou sur un terrain pour faire de la location ou avoir un espace supplémentaire. Et puis après, on est entouré de tous les artisans avec lesquels nous travaillons pour les différents corps de métiers qui sont liés à la construction et qui sont des artisans locaux. Donc ce sont des artisans avec lesquels on travaille en sous-traitance. Et donc nous avons tout ce qui est artisans plombiers, électriciens, maçons pour la construction de la dalle, tous nos poseurs, nos charpentiers, etc. Et qui sont des équipes pour la plupart historiques, donc qui travaillent avec nous depuis le début. Et du coup, quelles sont les caractéristiques en fait d'une maison Natilia et d'un projet Natilia ? Alors les caractéristiques d'une maison Natilia, c'est qu'on va être sur des modèles et des maisons entièrement personnalisables. Donc on va partir d'un modèle qui s'appelle Nati quelque chose, puisqu'on a des modèles catalogues entre guillemets. En revanche, à l'intérieur, on va pouvoir entièrement personnaliser le modèle. Donc ça va être le modèle de monsieur ou madame qui viennent nous voir, mais on ne construira jamais la même maison. On va pouvoir également agencer ou réagencer un petit peu sur la partie extérieure la maison. Donc la caractéristique, c'est vraiment d'avoir une construction qui est plus rapide, qui est extrêmement économe et qui sera entièrement personnalisable. Donc on est vraiment sur des constructions bien qui sont forcément faites en fonction des besoins et des envies de tous nos clients. Et par ailleurs, Natilia, la maison Natilia, est une maison qui est française de bout en bout, puisque le bois que nous utilisons pour nos maisons, qui est un bois d'épicéa, provient de forêts du Morvan ou des Cévennes. Ce sont des forêts qui sont éco-gérées. C'est ensuite assemblé et fabriqué en Bourgogne, dans notre usine Poby, dont j'ai parlé au tout début de l'interview. Et puis ensuite, tous les artisans qui vont travailler sur le projet, sur la construction de la maison, la réalisation, sont des artisans locaux, ou du 13 ou du 04. D'accord, donc on a, on va dire, déjà dans l'entreprise Natilia, un esprit qui est à la fois un esprit d'innovation par rapport au bâtiment de façon générale, mais aussi un regard très attentif sur la personnalisation et j'imagine la façon de vivre la maison au-delà de cette enveloppe qui nous abrite. Je dirais que cette modernité, du coup, vous, Natilia Manosque, vous l'incarnez par la mixité de l'équipe, je dirais une mixité en termes d'âge, en termes de genre. Comment, justement, toi, tu es arrivé à la direction de Natilia. Tu étais perçue comme une secrétaire. Aujourd'hui, comment tu es perçue, comment ça a évolué et comment ça se passe dans ce quotidien professionnel avec tous ces prestataires qui sont, j'imagine, pour la plupart des hommes? Alors, je suis maintenant perçue comme la co-gérante à part entière de l'entreprise Natilia Manosque. C'est vrai que quand je regarde un petit peu en arrière, l'évolution est
Si ce n'est radical, en tout cas, l'évolution est bien là. Et j'ai pris, je pense, mon poste, en tout cas j'en ai pris la mesure et je l'ai endossé avec toutes les responsabilités que ça incombe, mais aussi toutes les joies que ça peut représenter. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus d'assurance dans mon métier parce que je sais forcément beaucoup plus de quoi je parle. Et je dirais aussi que les artisans et les personnes ou les partenaires avec lesquels je peux travailler, dans la plupart des cas, sont des personnes historiques, qui font partie vraiment de l'aventure Natilia depuis le départ, donc qui m'ont vu grandir, je dirais, entre guillemets, et devenir cette chef d'entreprise. Et donc, il y a un rapport qui est vraiment professionnel, mais aussi bienveillant. Et en tout cas, on n'est pas du tout dans des rapports de force. C'est vraiment très sain. Et j'ai la chance d'être prise au sérieux maintenant pour ce que je représente dans la société. Voilà. Et ça, c'est de par le travail, de par l'accompagnement et voilà, et la structure, je pense, en tant que telle, le côté familial, tout ça a contribué à faire qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Et est-ce que dans le réseau Natilia, peut-être d'autres agences qui se situent dans toute la France, tu fais figure d'exception en tant que femme, ou il y a beaucoup de femmes, ou quelques femmes en fait dans ce réseau? Alors, sans faire figure d'exception, nous ne sommes pas nombreuses à la tête d'entreprises Natilia sur toute la France. Non, on n'est pas, il n'y a pas énormément de femmes qui sont dont l'entreprise Natilia est dirigée exclusivement par une personne féminine. On parlait tout à l'heure de ta première vie professionnelle, de ton passé, et du fait que par rapport à ta vie familiale, à l'arrivée d'un premier enfant, et donc maintenant aussi d'un deuxième enfant, le milieu de l'hôtellerie ne semblait pas le plus propice à l'épanouissement familial. J'imagine aussi que chef d'entreprise, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, des contraintes aussi. Est-ce qu'elles sont comparables à celles de l'hôtellerie? Et comment toi, tu parviens à gérer aussi cette vie de chef d'entreprise et cette vie de famille, de maman? Alors, je crois que là, je vais faire tronc commun avec toutes les femmes, mais je crois que je fais un peu comme je peux. Parce que, en effet, c'est un travail qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, qui est en quelque sorte aussi un enfant, puisque une entreprise, il faut s'en occuper tout le temps, et travailler sans relâche pour que les résultats soient là et qu'elle soit en bonne santé. Donc ça demande énormément de temps et d'investissement. J'essaie malgré tout de rester vigilante à ce que on ait des temps qui soient vraiment, que j'ai des temps qui soient vraiment consacrés à mes enfants, et à ce que au moins une fois dans la semaine, je sois rentrée un petit peu plus tôt pour avoir vraiment une vraie soirée avec eux. Une journée type pour toi, mis à part cette journée exceptionnelle de semaine, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors, une journée type pour moi, donc ça démarre évidemment très tôt. Je dépose malgré tout les petits à l'école, parce que c'est à peu près le seul temps où je peux les voir comme ça le matin. Et puis ensuite, je vais travailler. Donc j'ai la chance de travailler de travailler à Corbière et d'y habiter. C'est un petit village qui est à côté de Manosque, là où se situe l'agence. Donc c'est vraiment très très pratique en termes de logistique. Donc je travaille jusqu'à 12h30. Je reprends à 13h30 généralement, et je finis généralement entre 19 et 20h. Ça dépend un petit peu de la journée. Mais voilà, c'est des journées qui sont pour la plupart assez intenses. Par rapport à avant, la plus belle évolution, ou je dirais ta plus grande fierté peut-être depuis que tu es dans cette entreprise Natilia et à la direction de cette entreprise? C'est de l'avoir fait. En fait, c'est bête, mais de l'avoir fait, de m'être dit,
et de me dire là, et finalement presque de le réaliser en le disant, hein, c'est idiot, mais de me dire, j'étais là, je suis arrivée, je n'y connaissais rien, et 6 ans plus tard, je suis à la tête de cette entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation, dans laquelle j'aime travailler, et j'en suis moteur, et je contribue à sa réussite. Et je crois que c'est ça qui est assez, dont je suis très fière et qui est assez pour moi stupéfiant, de me dire je l'ai fait. Voilà. Et quels sont pas ta marque de fabrique en tout cas, mais les éléments de ta personnalité que l'on retrouve aujourd'hui dans Natilia, puisque j'imagine que voilà, on prend une entreprise familiale qui a été fondée par son père, et puis ensuite on y met aussi nos marques. Alors peut-être pas au début quand on essaye de récupérer quelque chose et de s'y adapter, mais j'imagine que progressivement on arrive aussi à imprimer une part de sa personnalité dans cette entreprise. Est-ce que toi Je crois que ça se sent particulièrement au niveau de la clientèle. Il y a une atmosphère Natilia qui est assez particulière, dans le sens où c'est une entreprise qui est familiale. Je ne l'ai pas évoqué, mais je travaille beaucoup en binôme avec ma sœur pour toute la partie plan, pour toute la partie faisabilité, la partie implantation des maisons. Et on a cette complémentarité qui fait que nos clients, je crois, savent qu'ils achètent une maison Saturbois, mais ils aiment aussi se dire que le package familial, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc, la marque, je dirais, ça va être très prétentieux de dire ça certainement, mais on a des clients qui sont top, et je crois que il y a un vrai reflet dans les personnes avec lesquelles on travaille, qui sont dans ce même état d'esprit, voilà, qui est très positif, qui veut, qui a envie de faire quelque chose de beau. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de construire une maison, il y a une vraie expérience qui est liée à ça, Oui. que vous arrivez à rendre une expérience positive, agréable. Absolument. Et rassurante en fait. Tout à fait, complètement. Cette prise en charge-là, oui, elle est très importante. On n'a pas évoqué l'importance du conjoint dans cette aventure professionnelle, et notamment dans l'entrepreneuriat au féminin. Quel a été justement son rôle, la part qu'il a joué dans cette évolution et dans le succès, en tout cas on peut dire quand même c'est un petit succès professionnel que tu vis aujourd'hui? Alors sa part, elle est énorme pour plusieurs choses. La première, c'est de me dire tout de suite oui, vas-y, et de le premier, croire en moi beaucoup plus fort que ce que moi je pouvais envisager. Et puis après, c'est de lui peut-être mettre un tout petit peu plus sa carrière entre parenthèses pour pouvoir me laisser vivre la mienne et être là quand j'ai besoin. Donc le conjoint, enfin mon mari, est vraiment déterminant dans la réussite et a une contribution énorme dans la réussite du projet, c'est une certitude. Il est là. Et en termes d'organisation, comment se répartissent par exemple les rôles à la maison? Alors, je m'occupe donc des enfants le matin, et puis ensuite c'est lui qui les récupère. Il va gérer donc les devoirs du grand le soir, la douche, les repas. Et puis après, moi j'arrive généralement pas très loin de l'heure du coucher. Donc voilà, il fait vraiment tout à fait sa part. Vraiment, il est là et c'est un homme moderne, et j'aime à penser heureux. Quels sont tes prochains challenges, Émilie? Mes prochains challenges, c'est de transformer l'essai. Je dis souvent ça, mais on m'a, avec mon oncle, nous avons hérité d'une société qui fonctionne, mais qui peut évidemment encore mieux faire. Et donc l'idée pour moi, et pour nous, je pense que je ne me trompe pas quand je parle au nom de mon oncle aussi, c'est de vraiment faire en sorte que Natilia soit une réussite totale, pour après, qui sait, peut-être repartir sur d'autres projets. Et la transmission, tu y penses? Puisque toi, on t'a transmis une entreprise. J'imagine que quand on est dans cette posture-là,
On est très reconnaissant de ce qu'on a pu recevoir, en tout cas, j'imagine toi, de ton père, de ton oncle. Est-ce que toi, tu as une projection justement par rapport à tes enfants ou c'est pour le moment anticipé et bien trop tôt d'y penser? Alors pour le moment, voilà, je te cache pas que c'est encore un tout petit peu tôt parce qu'ils sont vraiment très petits. Par contre, je n'exclus pas le fait de transmettre quelque chose, quoi que ce soit. Mais en tout cas, cette idée de transmission, même s'ils sont encore trop petits pour que j'y pense, cette idée me plaît beaucoup, oui, de transmettre. En parlant des enfants, est-ce qu'ils savent ce que tu fais comme métier? Oui. Est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils en disent, par exemple? Alors l'aîné jusqu'à il y a très peu de temps donc voulait faire comme moi et vendre des maisons Natilia. Et maintenant il veut être pompier puisque c'est l'âge qui veut ça. Et donc le deuxième qui a 3 ans, lui veut les construire. Donc il veut venir travailler avec maman pour construire des maisons et faire comme tonton Pierrot qui est le conducteur de travaux. Il veut construire les maisons. Donc ils savent tout à fait ce que je fais. C'est quelque chose qui les intrigue et qui leur plaît beaucoup. Donc il y a déjà quand même une part de transmission qui est Il y a peut-être déjà quelque part une part de transmission, oui. Émilie, maintenant je voulais te poser la question, c'est que, alors parfois en tant que femme, on le sait, les femmes elles ont plus de freins que les hommes par rapport à l'entrepreneuriat et probablement nous on l'envisage moins comme une option professionnelle possible alors que potentiellement on a les ressources ou les compétences. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui n'osent pas? Je dirais que ce que je disais en préambule, que son plus gros frein, c'est soi. Et que quand on comprend que on peut et qu'on a le droit de dépasser ces croyances qui sont extrêmement limitantes, ces freins que l'on se met, alors ça ouvre le champ de tous les possibles. Et que lorsqu'on a passé cette étape-là et qu'on s'est dit et après tout, pourquoi pas? Et si j'y allais? Parce que rien n'est impossible. On a déjà fait la moitié du job. Donc je crois que le plus important, c'est ça, c'est passer ce cap et se dire que en effet c'est possible. Mais c'est pas évident parce que ça fait vraiment pas partie de notre culture et de notre éducation, vraiment pas. Donc c'est important, ne serait-ce que déjà de se dire que c'est possible, que c'est faisable et que c'est pas du tout réservé aux hommes, du tout. C'est vraiment possible. Pour les femmes qui se sont lancées et qui galèrent un peu, par exemple, tu avais évoqué un constat que tu avais eu. Tu faisais des rendez-vous et tu avais l'impression que tu avais raté les rendez-vous. Mmh. Et en fait, voilà, c'est plus ou moins comme dans tous les projets. Il y a une part qui réussit, il y a une part qui rate et en fait, c'est tout à fait normal. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là, justement, peut-être par rapport à ce sentiment de pas être suffisamment bien, suffisamment compétente, suffisamment bonne, et peut-être aussi par rapport à cette notion de l'erreur? Alors 2 choses. La première, c'est que généralement, et je repars du constat que moi je faisais à l'époque, on est tellement dans un schéma, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne s'aperçoit plus peut-être qu'à un moment, ce qu'on fait, on est plus dans la bonne direction. Donc je crois que de prendre le temps de se poser, d'analyser les choses, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, pour remettre en place des choses qui pourraient servir ou avoir d'autres méthodologies, c'est très important. Prendre le temps, calmement, d'analyser la situation et de se dire, ok, bon, là, ça fonctionne pas, est-ce qu'éventuellement, on pourrait faire autre chose ou agir autrement ou mettre d'autres interlocuteurs en place, mais en tout cas, voilà, prendre ce temps-là pour analyser les choses. Et puis, dans un deuxième temps, les choses, en effet, elles ne se font pas du jour au lendemain. Ça demande toujours beaucoup de travail. Et je me suis toujours répété une phrase comme une espèce de mantra, c'est on n'a pas échoué tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer. Il faut toujours continuer, il ne faut jamais lâcher, parce que ça finit toujours par payer. Je pense que c'est une très belle phrase et un beau mantra pour finir cet échange. Merci beaucoup, Émilie. Merci Fleur, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Si
par son partage d'expérience, Émilie vous a étonné, enthousiasmé, décomplexé? Dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir une autre histoire et un autre parcours de femmes entrepreneurs. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.